Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats et d'échanges avec des experts, des entreprises, des architectes et aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Depuis la création en 1837 de la Commission des monuments historiques, presque 46 000 immeubles sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. La législation a évolué depuis, notamment avec l'importante loi de 1913 qui constitue le fondement du modèle français de protection et de conservation du patrimoine. Qu'en est-il aujourd'hui et comment les critères de patrimonialisation évoluent-ils? Nous allons partir d'un exemple particulier. L'Institut du Radium, c'est-à-dire les laboratoires de Marie Curie qui sont à Paris, en plein cœur de Paris. Je reçois 3 architectes du patrimoine pour venir discuter de cette question. Ils sont tous membres du conseil d'administration de l'association. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Tout d'abord Agnès Caillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte du patrimoine et architecte des bâtiments de France honoraire. Oui. À vos côtés, Marie-Jeanne Jouveau, bonjour. Bonjour. Également AP, membre de l'association des architectes du patrimoine. Et enfin Rémi Dessalbres, bonjour. Bonjour. Architecte du patrimoine et président d'honneur de l'association. Pour commencer cette discussion, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on protège un monument historique en France? Quels sont les critères sur lesquels on choisit ces bâtiments? Il y a plusieurs critères qui sont de nature architecturale, spatiale, historique, archéologique. Les critères sont de plus en plus nombreux et en l'occurrence, il s'agit plutôt d'un critère de mémoriel, qui nous appelle à demander que cet endroit soit protégé en tant que lieu de travail de Marie Curie, d'une personne exceptionnelle qui avait son jardin attenante à une maison de briques du XXe siècle et qui est donc son lieu de travail et de mémoire d'une personne exceptionnelle. Donc qu'il faudrait qu'on pourrait conserver en tant que tel et qui est aussi un lieu poétique en fait. Je pense qu'Euriane parlait de manière un peu générale au-delà de Marie Curie. Mais on peut rentrer dans le sujet très directement. Vite, on est tous très pressés de... Oui. Et moi, il y a un terme que j'aime bien dans la définition de monument historique, c'est notamment sur le classement, parce qu'il y a 2 degrés de protection, c'est le fait que ça ait un intérêt pour la nation. Et je trouve que c'est un sujet assez intéressant comme définition. Qu'est-ce qui fait nation et qu'est-ce qui sert la nation? Oui, ça sert tout le monde en fait. Ouais. C'est ça. D'autant plus qu'ici, oui, nous sommes sur un lieu unique, un pavillon unique. Quand on dit unique, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer qu'il a été construit pour Marie Curie comme laboratoire pour lui permettre de travailler et d'exercer dans le cadre de sa recherche. Si vous voulez, pour ma part, j'ai travaillé sur le bâtiment voisin qui était le bâtiment construit pour permettre à Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, de pouvoir travailler. Ça a été un projet national, comme finalement le pavillon de Marie Curie a également été construit. C'est-à-dire l'État a donné les moyens à ces grandes femmes et hommes de travailler dans de bonnes conditions, là où la France était vraiment à la pointe de la recherche internationale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on dit que c'est ici un unicum, ce pavillon des sources, c'est le cas. Et aujourd'hui, si on venait à le dégrader, bien évidemment, on le regretterait, parce que le bâtiment de Jean Perrin, par exemple, a fait l'objet, il y a peu de temps, d'une réhabilitation, d'une transformation en maison des mathématiques, un projet porté par Cédric Villani, médaillé Fields. Et justement, pour ma part, j'avais le travail de définir ce qui devait être conservé, ce qui avait une valeur patrimoniale, pas uniquement au sens de l'architecture, mais aussi de l'intérêt scientifique
dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire ramener ce bâtiment, ce laboratoire au niveau de la grande histoire des sciences, l'histoire internationale. Et le bâtiment des sources, le pavillon des sources, lui aussi trouve une place unique dans cette grande histoire internationale des sciences. Et justement, en France, est-ce qu'on conserve ce patrimoine? Est-ce qu'on a d'autres exemples? Est-ce que c'est une culture qui est très valorisée au titre des monuments historiques? Alors il y a certains bâtiments ou laboratoires qui sont protégés, notamment tous les bâtiments, tous les laboratoires où a travaillé Louis Pasteur sont protégés. Et il se trouve que la rue d'Ulm, donc là où se trouve l'Institut du Radium de Marie Curie, comme l'a rappelé Rémi, bénéficie d'une histoire de recherche scientifique très importante. Donc il y a l'Institut océanographique juste à côté. Il y a l'École nationale supérieure qui est en bas de la rue et qui est un des premiers bâtiments à avoir été construit sur le site. Et au sein de l'ENS, il y a un des laboratoires de Pasteur qui lui est protégé monument historique depuis longtemps. Et il y a eu 2 campagnes de protection pour Pasteur en 1930 et un peu plus récemment, je crois dans les années 80, alors que Marie Curie, elle, n'a qu'un seul lieu de travail qui est l'Institut du Radium. Son premier laboratoire a été démoli, c'était un hangar rue Laumont, donc pas très loin, et son seul lieu de travail au monde n'est lui pas protégé. Et finalement, c'est un peu le reflet de la façon dont on traite la culture scientifique et les lieux scientifiques actuellement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont protégés, mais très peu. Et en fait, on lui accorde pas beaucoup d'importance. Et je trouve que la culture scientifique, de manière générale, en France, est assez peu valorisée. On voit, c'est anecdotique, mais la cérémonie des JO, qui était au demeurant très réussie, mettait indirectement en valeur la technique et la science via, par exemple, le cheval qui galope sur la scène et via certaines, même le feu d'artifice. Il y avait des choses qui étaient très techniques, mais ça n'a pas été explicitement mis en avant. On n'a pas parlé du TGV, du parc nucléaire ou de réussite scientifique. Et les femmes qui ont été mises en avant, il y avait Simone Veil, il y avait des écrivaines, mais il n'y avait pas Marie Curie, par exemple. Alors ça aurait pu être une autre femme, mais il n'y avait pas de scientifique en fait, ou d'ingénieur. Et en fait, on n'y pense pas. C'est un impensé français. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je veux dire qu'effectivement, on protège des maisons, les maisons d'écrivains, la maison de Balzac, la maison de Jeanne d'Arc. On protège quand même des lieux quand ils sont importants en considération de la personne qui elle-même était une personne qui est devenue importante pour la nation, pour notre pays, pour le monde entier, comme c'est le cas. C'est ici qu'elle a travaillé pour obtenir son 2e prix Nobel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cet ensemble de bâtiments qui constituent aujourd'hui ces anciens laboratoires? Oui, donc l'Institut du Radium a été donc financé par une donatrice à la base pour les prix Nobel Pierre et Marie Curie. Donc ils ont eu leur premier prix Nobel en 1903. Et comme ils avaient un hangar comme lieu de travail, du coup on s'est dit qu'on allait leur offrir un laboratoire à la hauteur de leur talent. Pierre Curie est mort dans un accident de voiture, dans la rue. Il s'est fait renverser. Et du coup, on a quand même financé l'Institut du Radium pour Marie Curie, mais on a fait une codirection entre biologie et physique-chimie. Donc il y a un pavillon d'un côté qui est le pavillon de biologie de Claude Regnault, et en face il y a le pavillon de Marie Curie avec son bureau, qui est actuellement le musée Curie et qui fait partie du site de l'Institut Curie qui porte le nom de Marie Curie. Et donc le site fonctionnait en 3 petits pavillons. Donc il y avait le pavillon de biologie d'un côté, en face son pendant donc de physique-chimie où était Marie Curie, et au milieu le pavillon des sources, qui est le bâtiment qui pourrait faire l'objet d'une démolition dans le cadre du projet dont on discute. Et le pavillon des sources avait comme vocation d'accueillir les sources radioactives qui servaient au travail expérimental de Marie Curie. Et donc il était à la fois un lieu de stockage, mais aussi un lieu de travail. Donc il y avait des paillasses à la fois à l'intérieur du pavillon des sources et à l'extérieur dans le jardin. Et en fait, cette séparation du pavillon des sources est extrêmement importante, puisque c'est ce qui
permettait de mettre une distance avec les autres expériences qui étaient faites dans les 2 autres pavillons et qui auraient été, teintées ou modifiées par la radioactivité. Et donc du coup, la radioactivité était sortie et mise au cœur du jardin. Donc c'est un jardin à la fois d'agrément, mais aussi un jardin qui a une fonction d'isolation technique. Et donc c'est vraiment une fonctionnalité du site, quoi. Et donc effectivement c'est cet élément-là qui est menacé aujourd'hui en fait. Oui, il y a un intérêt également urbain. Nous sommes sur un grand site qui se met en place en effet sur le lieu d'un ancien lieu religieux. Un ancien couvent. Un ancien du couvent. 18e, Et donc on va construire finalement les premiers bâtiments dans les années 1900-1910. Et si vous voulez, il y a un plan d'ensemble. On souhaite quand même ici, là, rassembler les différentes sciences, avec un premier aussi bâtiment construit par Nénaud, Henri-Paul Nénaud, qui est le bâtiment océanographique, l'Institut d'océanographie juste à côté, qui a joué aussi un rôle extrêmement important au niveau là, de l'histoire de l'océanographie dans le monde. Et eh bien, Henri-Paul Nénaud était aussi prix de Rome, ça a été l'architecte de la Sorbonne. Et donc, si vous voulez, on a aussi là de grands architectes qui travaillent à la fois à l'implantation de ces différents bâtiments. Tout à l'heure, Agnès Caillot nous parlait de jardins, de grands jardins. Oui, nous sommes aussi finalement au cœur de Paris, dans un grand jardin, avec des bâtiments qui sont des lieux dédiés à la science, à la recherche, à l'innovation. Et vous voyez aujourd'hui, quand on crée des sites destinés à l'innovation à l'extérieur de Paris, on sait aujourd'hui l'importance du vert, de la verdure, du jardin, aussi pour ces scientifiques qui sont amenés à travailler dans des lieux comme ceux-ci. Donc là, venir densifier considérablement en construisant une tour pour relier certains des bâtiments, pour venir englober, voire démolir ce pavillon des sources, et en tous les cas, selon nous, selon moi, une ineptie, parce que c'est véritablement touché, atteinte. C'est une atteinte à l'intégrité même, non seulement de cet urbanisme, de ce plan d'ensemble, de ce site, mais également de cette architecture, pas uniquement mémorielle, mais unique dans l'histoire des sciences et de la recherche. Et ce qui est intéressant sur ce site, ça montre, alors au-delà du sujet de mise en valeur de l'histoire scientifique et de Marie Curie, c'est aussi comment les maîtrises d'ouvrage des fois gèrent leur site, parce que c'est un site important avec beaucoup de bâtiments qui est déjà assez dense. Et en fait, s'ils veulent construire à cet endroit-là, c'est parce que justement les équipes ne veulent pas partir hors de Paris, mais veulent rester sur le site à côté de l'hôpital, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, ils se sont dit, là, on a un espace libre avec un tout petit bâtiment, donc on va construire là, c'est du foncier. Sauf qu'on est sur un site historique sensible, et s'il y avait une gestion un peu patrimoniale du site, ils auraient eu une réflexion différente et ils auraient probablement réfléchi le projet un peu différemment. Et on sent quand on voit le projet, même dans son intégration urbaine, dans son rapport au Panthéon, dans son rapport au reste du site, qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion en termes de gestion du site, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui devrait être davantage développé par les maîtrises d'ouvrage. Alors justement, je voudrais, si vous voulez, parler de cet exemple que j'ai eu l'occasion donc d'accompagner sur le bâtiment voisin, le bâtiment qui jouxte le pavillon des sources, qui est le bâtiment Jean Perrin. Il faut savoir qu'il a été rattaché à l'Institut Henri Poincaré il y a quelques années. Cédric Villani, donc médaillé Fields, a porté ce grand projet de maison des mathématiques destiné à la recherche, à l'innovation, pour faire venir également du monde entier les meilleurs mathématiciens. Et si je vous dis ça, c'est que précisément le maître d'ouvrage, l'IHP, accompagné également de l'EPORIF, ont su faire appel à des architectes spécialisés, à des architectes du patrimoine, pour d'abord identifier la valeur intrinsèque du bâtiment, ce qui pouvait être éventuellement démoli, et puis éventuellement quelles pouvaient être les extensions possibles de ce bâtiment. Donc c'est une étude que j'ai pu mener au sein de mon agence pendant plusieurs mois.
Et c'est sur la base de cette étude qu'ensuite un concours de maîtrise d'œuvre a pu être mis en place. Vous voyez, c'est-à-dire finalement, c'est aussi cette approche méthodique, avec un process particulier qui a fait en sorte que le projet qui a été réalisé aujourd'hui, qui est un projet très réussi, et vous avez peut-être vu cette extension en toiture du bâtiment Jean Perrin, finalement, le bâtiment a conservé véritablement son intégrité. À l'intérieur, vous pouvez également découvrir le bureau de Jean Perrin. Vous pouvez également découvrir l'amphithéâtre, avec à l'arrière la petite salle dans laquelle Jean Perrin recevait Einstein, mais aussi Marie Curie. Il y a des photos où l'on voit ces très grands scientifiques de l'histoire se réunir. Mais ce n'est pas la petite histoire, ce n'est pas se réunir pour se réunir, c'est-à-dire qu'ils travaillaient, ils échangeaient autour d'un thé, et ils échangeaient sur les sciences. Et si vous voulez, ce contact de scientifique à scientifique, parfois dans des disciplines un peu connexes, leur a permis d'avancer, toujours plus loin, plus vite. Et c'est aussi finalement, voilà, c'est beau que l'ensemble de ce site reste dédié aux sciences, mais encore faut-il là aussi respecter ce lieu et ceux qui nous précèdent. Sachant que Marie Curie est enterrée au Panthéon juste à côté. Oui. Alors, on ne nous parle pas de démolition, mais de déconstruction et reconstruction. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Expliquez-nous. Voilà, c'est une façon de démolir en fait, mais en disant qu'on déconstruit et qu'on va reconstruire. Mais ça a perdu le bâtiment, le jardin, ces liaisons entre les différents bâtiments, ces rencontres qui se faisaient dans le jardin ou dans les différents pavillons. Il faut pouvoir les retrouver et avec l'authenticité des bâtiments, des briques, des joints, des toits, que l'on sent. On sent très bien lorsqu'on va dans un endroit où l'on a déconstruit pour reconstruire ailleurs. Parce que, malheureusement, il faut le faire quelquefois, mais ce serait vraiment très très dommage parce qu'il y a beaucoup plus que la simple construction, c'est ce qu'on disait. Il y a toute une forme d'échange entre différentes personnes très importantes pour la science, pour la mémoire de la science, du travail et pour des femmes dans le domaine scientifique qui est assez extraordinaire. Oui, parce que c'est vrai que Marie Curie, elle est remarquable par son travail, mais elle est aussi remarquable parce qu'elle a fait tout ça en étant une femme. Et à l'époque, c'est d'autant plus difficile. D'autant plus difficile, ouais, c'est ce que je voulais dire. D'autant plus remarquable d'avoir atteint ce niveau, voilà, 2 prix Nobel dans 2 champs différents. Alors c'est plus possible maintenant, donc c'est plus reproductible, mais c'est quand même c'est la seule au monde à avoir ce double prix Nobel dans 2 champs de disciplines différentes. Et du coup, vous avez effectivement parlé de ces 2 opérations un peu différentes. Dans l'une où il y a eu cette prise de conscience patrimoniale, donc là, c'est un peu ça qui nous manque ici. Quels sont les recours? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour protéger l'Institut? En fait, il y a une solution, c'est le classement monument historique. Le classement d'office, dans ce cas-là, par la ministre, pardon. Oui. Le classement d'office par la ministre. Ça avait été envisagé par Madame la ministre qui a précédé Madame Rachida Dati. Oui. Elle avait promis en partant que le pavillon des sources serait conservé. Et puis au changement de ministre, il y a eu discussion, mais en tout cas actuellement à un instant T, pour l'instant le ministère n'a pas souhaité donner suite au classement. Ils n'ont pas dit non plus, mais à un instant T, le classement n'a pas été activé. Et on sait qu'il y a un permis de construire qui est, alors peut-être même actuellement
autorisé. Enfin, en tout cas, il est en cours d'instruction où il vient d'être... on n'a pas encore les informations. Donc incessamment sous peu, on devrait savoir quel projet est autorisé. Et le ministère ne s'est toujours pas prononcé sur le sujet. Par contre, on sait qu'ils ont favorisé des discussions et qu'a priori... officiellement, enfin en tout cas dans l'expression publique, la ministre a dit qu'elle était favorable au projet actuel qui englobe le pavillon des sources, qui le conserve mais avec une construction de plusieurs étages dessus. Ce qui, pour nous, est pas acceptable puisque ça consomme une partie du jardin et puis surtout ça relie tous ces pavillons et puis ça efface finalement l'institut et ça enlève la possibilité derrière de protéger l'institut du radium. D'autant qu'il y a toujours des solutions qui ont su être trouvées sur d'autres projets, parfois avec des liaisons pour partie souterraines, sur un seul niveau éventuellement, de façon à ce que l'impact visuel soit beaucoup moins fort qu'il ne l'est sur les images qui ont été montrées précédemment. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, ce qui manque finalement, c'est ce souci d'intégration. C'est-à-dire qu'on est venu, on propose une construction à une échelle qui n'est pas celle du site, ou tout au moins ce qu'on en voit. Voilà, ce travail de greffe n'est pas fait correctement et on sent que finalement cette intégration à la fois architecturale et urbaine n'est pas maîtrisée. Et certainement que malheureusement, dans le process, il a manqué quelque chose. Il a manqué cette étude de diagnostic, cette étude prospective qui aurait permis finalement de conserver à ce bâtiment sa place et sa présence aussi, un peu comme signal sur ce site. Voilà, alors souhaitons en tous les cas que l'on puisse revenir s'il devait y avoir un classement d'office. Je crois que ce n'est pas forcément la remise en cause de tout un projet de valorisation et pourquoi pas de construction, mais en revanche, ça signifierait revenir, en tous les cas, prendre le temps de la réflexion, la mise en place d'un process qui fonctionne, qui a montré ses capacités sur bien d'autres projets. Et jamais on a regretté finalement de mettre une année ou deux de plus. Voilà, le projet, tant que le chantier finalement n'a pas démarré, on a encore toute la capacité, toute la possibilité de revenir et d'éviter cet écueil, ce qui serait finalement un écueil sur lequel malheureusement on ne pourrait pas revenir. En fait, on est dans un cas d'école de la mauvaise gestion de projet, c'est-à-dire que donc ils n'ont pas fait le travail initial d'analyse et de connaissance de leur propre site. Dans les années, je crois 2016-2017, il y avait eu une incitation au sein de l'institut de faire un musée et de protéger en fait le site. Finalement, quelques années après, ça s'est arrêté. Ils ont changé de projet, probablement parce que les gens ont changé et donc le projet a changé. La famille de Marie Curie avait donné de l'argent pour participer à la restauration, donc ça a été plus ou moins utilisé pour le musée, mais il y avait cette envie de la famille de protéger, et finalement il n'y a pas eu de suite donnée par l'Institut Curie. Et en fait, ils sont dans entre guillemets un mauvais projet parce qu'il y a eu un premier permis de refuser, il y a eu un premier permis de démolir refusé. La ville a demandé des modifications avec la BF en termes de travail de façade, le bâtiment était beaucoup plus épais, ils ont demandé la conservation des arbres côté rue, enfin il y a déjà eu beaucoup d'échanges et c'est assez rare qu'il y ait des refus sur des permis de cette ampleur parce que les services de la ville et les services de l'État en général travaillent en amont avec les sites, donc quand on dépose un permis comme ça et qu'on a un refus, c'est que le travail en amont n'a pas été fait. Donc on sent déjà dans la façon dont le projet se développe qu'il y a un problème déjà depuis l'origine. Et le grand classique de ce type de projet, c'est que derrière on dit j'ai pas le temps. C'est-à-dire, bah oui, mais moi j'ai besoin pour les équipes. Il y a eu des recherches de sites qui ont été faites avec la ville et des acteurs. On leur a proposé le Val-de-Grâce. Enfin, il y avait des solutions. À chaque fois, c'est bien non, mais c'est dans trop longtemps. Et là, ils sont pressés. Il faut sortir. Et donc, ils veulent pas prendre le temps de la réflexion. Et en fait, on perd finalement plus de temps à pas vouloir rétropédaler et à prendre le temps de cette réflexion. Et au final, ils vont continuer. Alors, nous, on va faire. Enfin, je suis pas toute seule à essayer de faire en sorte de protéger sites. On n'y arrivera peut-être pas, mais
en tout cas, des fois on perd plus de temps à vouloir lutter contre le fait de revenir en arrière et de réfléchir correctement, et finalement on s'enterre dans cette voilà. Ça, c'est une vraie démarche patrimoniale de prendre le temps. Enfin, on sait qu'on travaille sur le temps long, donc c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait voir faire de la part de la maîtrise d'ouvrage. C'est effectivement pour le coup un cas d'école malheureux, et on espère que ça pourra attirer l'attention des pouvoirs publics, de la ministre. On espère qu'elle regardera cette émission. Et pour ce que je voulais dire, c'est que pour ça, il faudrait qu'on puisse faire nous-mêmes une sorte de fiche. Et maintenant, avec les systèmes en 3 dimensions, de pouvoir décrire le pavillon des sources, son jardin, les liaisons, l'histoire de ce pavillon. Il faudrait qu'on puisse faire un petit document, qu'on puisse visiter finalement le lieu pour convaincre avec les nouvelles, comment est-ce qu'on peut dire, technologie, voilà, qu'apporte le laser. Parce qu'il faudrait pouvoir faire ça. C'est vrai que le site a perdu un peu de lisibilité. Il mériterait un vrai travail. Donc il a été un petit peu dégradé quand même déjà. Donc tous les éléments sont encore là. Donc on pourrait tout à fait faire un projet, comme disait Rémi, même y compris avec une extension. Très valorisant pour la maîtrise d'ouvrage de s'emparer de ce sujet-là aussi. Tout à fait. Oui, bien sûr. Écoutez, je vous remercie tous les 3 pour cet intéressant échange autour de l'Institut du Radium. On va suivre avec impatience les suites de ces permis. Merci. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir les autres sujets qui vont être traités dans le cadre du Forum du patrimoine, je vous invite à nous suivre sur la plateforme YouTube du magazine Atrium Patrimoine et Restauration. À bientôt.